Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Julie Klotz, qui est une journaliste indépendante et qui a écrit un livre sur le couple. Alors, ça tombe bien d'avoir cette émission aujourd'hui parce que la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. C'est un sujet qui devrait intéresser pas mal de monde. Bonjour Julie. Bonjour Patricia. Bien Julie. Alors, donc, c'est un sujet pour lequel tu as enquêté pendant visiblement pas mal d'années avant d'écrire ce livre, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. J'ai investigué pendant environ 3 années auprès de différents spécialistes, des biologistes, des psychologues, des énergéticiens, des maîtres à penser, des philosophes, des sociologues également. Enfin, j'ai vraiment arpenté un peu tous les sujets autour du couple pour savoir ce qui avait été fait, ce qui avait été dit. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres finalement qui étaient très spécialisés, mais aucun qui regroupait justement les 4 grandes dimensions que j'ai pu identifier à travers toutes ces interviews. C'est-à-dire la dimension biologique, la dimension psychologique, la dimension culturelle et la dimension spirituelle. Bon, j'ai choisi de les organiser de cette manière-là, on va dire du plus grossier au plus subtil, entre guillemets, parce qu'en même temps, tout est important, même voilà, tout ce qui fait partie de la matière est aussi important dans le couple que ce qui fait partie voilà, de l'esprit, de l'âme. Donc voilà, donc j'ai développé en fait ce livre à partir de ces 4 grandes thématiques et j'ai fait des découvertes formidables. Et l'idée, c'est un petit peu de mettre de la conscience sur la relation amoureuse parce que finalement, on rentre un peu tous dans la relation amoureuse de façon spontanée. Voilà, l'adolescence. Et puis, en fait, finalement, petit à petit, on découvre plein de choses. Et arrive souvent, enfin, on a des enfants pour la plupart, arrive 40 ans et souvent c'est le constat d'échec et c'est le divorce. Donc plutôt que d'en arriver là, voilà, je propose un livre déjà pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ces fameux 4 accords du couple. Parce que déjà, quand on met de la conscience sur les choses, il me semble qu'on arrive un petit peu mieux à les vivre. Voilà, un peu l'idée de ce livre. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à explorer ce sujet? Alors moi, tout simplement parce que ce que je disais là, c'est-à-dire que je suis arrivée à l'âge de 38 ans par là, je me suis séparée du père de ma fille et donc j'ai commencé à faire voilà un travail sur moi-même, essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi et à analyser. Enfin bon, il y a eu une tentative d'explication, on va dire personnelle au niveau psychologique, psychothérapeutique, mais également au niveau sociologique, parce qu'on vit quand même dans une société qui a énormément changé. Le couple d'aujourd'hui, ça peut pas être le couple d'il y a 30 ans, ni d'il y a 100 ans. Et donc, voilà, tout évolue, tout change. On est dans une société où les valeurs d'indépendance, d'autonomie sont premières. Et donc la liberté plus que tout, mais donc du coup voilà, les gens se séparent aussi très facilement. On est dans une société aussi de consommation. Et ça, ça impacte forcément la façon dont on vit le couple également. Mhm. Oui, d'ailleurs, tu dis, il n'y a pas aujourd'hui qu'un seul couple. Il y a plein de modèles de couples différents qui peuvent être construits, à chacun de trouver le sien. C'est Oui, une idée que tu amènes dans ton livre. oui, 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 oui. Après, à chacun de trouver quand même son modèle. Moi, je donne dans ce livre des pistes, des grandes idées, mais après, en fonction de l'enfance qu'on a eue, en fonction du milieu dans lequel on vit, du pays dans lequel on vit, de l'époque aussi, comme je le disais aussi. Donc, en fait, il va falloir adapter. Et chacun doit trouver ce qui va lui convenir le mieux, et puis faire avec ses propres ressources euh, en essayant, je pense, de remettre un petit peu de sens. Parce qu'en fait, je pense que ce qui caractérise aussi aujourd'hui le couple, malheureusement, c'est voilà, cette absence aussi de sens. On prend, on jette, on met plus tellement, enfin il y a moins de profondeur. Bon, les valeurs religieuses ont reculé et elles donnaient du sens. On les aime pas, peu importe, mais en tout cas elles donnaient du sens à la vie amoureuse. Aujourd'hui, peu de gens
sont influencés par ça, et donc on doit chercher du sens ailleurs. Donc comment trouver, comment créer en fait sa propre histoire, son cheminement personnel dans ce couple qui est en pleine reconstruction. Les modèles, voilà, sont complètement à réinventer, je pense. Et puis bon, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi tout ce qui est homosexualité, les couples multiculturels. Enfin, la société d'aujourd'hui fait aussi que bon, il y a des nouveaux couples qu'il n'y avait pas avant. Et alors, ce qui est intéressant, justement, quand tu abordes les différents plans, tu disais biologique, psychologique, émotionnel, spirituel, énergétique, sur le plan de la biologie, tu dis, ben, en fait, pour qu'une relation soit équilibrée, donc, c'est important que le trio dopamine, sérotonine, ocytocine soit bien équilibré. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu Oui. plus? Et surtout, comme c'est de la chimie, de cet aspect-là, comment on peut agir dessus ou si on peut agir dessus? Alors c'est vrai que les neurosciences nous ont beaucoup éclairé ces dernières années sur le couple. En fait, quand on rencontre quelqu'un, on a comme un shoot de dopamine. La dopamine augmente, ça va nous donner l'envie d'entrer en relation, ça va nous donner en fait cette énergie. En même temps, la sérotonine s'effondre. Alors la sérotonine, en fait, c'est le discernement, c'est-à-dire on ne voit plus les défauts de l'autre, l'autre devient parfait. Et puis, en même temps, l'ocytocine, à partir du moment où on commence une relation avec quelqu'un, l'ocytocine se met en place. Donc là, on est sur la tendresse, sur le lien, en fait, ce qui va créer le lien entre les deux individus. Et j'ai interviewé un neuroscientifique très intéressant, Yann Rougier, le docteur Yann Rougier, qui lui dit il faut être autonome dans ses neurohormones. Parce que si déjà on n'a pas conscience de ça et en plus on n'est pas autonome, en fait, finalement, eh ben, on en arrive au couple qui dure 3 ans. L'amour dure 3 ans, hein, de Beck BD. En fait, c'est exactement ça. On tombe amoureux, enfin on croit en tout cas tomber amoureux, mais en fait c'est la passion. Donc tout le monde passe par cette phase, on va dire, de passion. Mais il faut voilà se rendre compte que cette phase, elle ne peut pas durer. En fait, en gros, elle est là. Alors certains c'est 3 ans, d'autres c'est 6 mois, hein, et puis d'autres ça va être 6 ans. Mais en gros, c'est une phase qui est là pour permettre la reproduction, en fait, pour qu'il y ait voilà la rencontre. Et d'un point de vue biologique, c'est assez basique finalement. Donc il faut se rendre compte de ça, ne pas confondre passion et amour, parce qu'après, quand on rentre dans une relation vraiment plus profonde, plus aboutie, eh ben on va petit à petit construire autre chose. Beaucoup d'ailleurs avec l'ocytocine, on va plus travailler sur le lien avec l'autre, et donc il faut essayer. Enfin, le meilleur moyen, c'est d'être autonome, c'est-à-dire avoir suffisamment en fait dans sa vie d'activités, d'éléments pour pouvoir justement avoir cette dopamine, cette sérotonine et cette ocytocine, mais voilà d'une autre manière, parce que sinon on va tout le temps rechercher la relation amoureuse. Enfin, la passion, et voilà. Et il y a des gens qui deviennent carrément accros de ça, hein, et on est un petit peu là-dedans, sachant qu'aujourd'hui, un mariage, la moyenne c'est 10 ans, hein, donc voilà, c'est pas énorme, hein. Donc voilà, il y a, évidemment à un moment, bon, il y a quelque chose qui, voilà, on n'est plus dans cette excitation, et c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait C'est normal. important de le dire. Ah oui, voilà, parce que c'est vrai que on se dit, voilà, j'ai plus cette excitation, donc c'est parce que j'aime plus la personne. Non, c'est pas, voilà, non, c'est pas parce qu'on n'aime plus la personne, c'est parce qu'on n'est plus dans cette attirance ultime du départ qui va permettre la reproduction d'un point de vue biologique. Mais il y a d'autres choses à inventer, parce que nous sommes quand même un être un peu plus complexe que un être simplement biologique, voilà. Donc Oui, et c'est intéressant, hein, cette relation justement, et d'amener cette idée que c'est normal et naturel qu'à un moment l'émoustillement finalement ait à se transformer. Et tu dis aussi que sur la dimension psychologique, c'est important d'avoir des moments où on est seul et que c'est une composante nécessaire, cette solitude, pour que le couple fonctionne bien. Tu pourrais nous en dire un peu plus? oui, 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 parce que c'est vrai que
beaucoup de gens se mettent en couple pour être bien. Mais déjà, il faut être bien avec soi-même. Je pense que c'est la base. C'est ce que disent aussi les psys. Et voilà, pour être un couple heureux, on dit souvent il faut 2 célibataires heureux. Si au départ on est heureux, on va pouvoir être heureux en couple. Mais si on est là dans un manque à rechercher en fait chez l'autre qui nous apporte ce qui nous manque, même si évidemment, on va se compléter, on va toujours chercher chez l'autre quelque chose. Bon, ça c'est une évidence, mais il faut pas que ça soit une dépendance en fait. Il faut pas que ça soit une envie avide d'aller chercher chez l'autre, enfin voilà, d'être dans une dépendance totale par rapport à l'autre. Ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner parce que trop de couples se trompent. Ce qu'on appelle souvent le couple névrotique, c'est ça crée beaucoup de souffrance. Alors des fois, on peut pas fonctionner autrement. Faut pas non plus juger ça parce que bon, il y a parfois pas d'autre solution. On est dans une phase de vie où on n'arrive pas à faire autrement et on est parce qu'on n'a pas mis assez de conscience, parce qu'on est jeune, parce qu'on a beaucoup souffert dans son enfance. Enfin, il y a mille et une raisons. Mais en mettant un peu de conscience sur son enfance, sur aussi ses ancêtres, parce que le transgénérationnel aussi est vraiment intéressant à étudier dans les couples que l'on forme. On remarque souvent qu'il y a, par exemple, des couples, des familles où l'infidélité se répète constamment. Et en fait, voilà, une personne se demande mais pourquoi je suis tombée sur quelqu'un d'infidèle et souvent c'est lié en fait à une histoire transgénérationnelle et en fait ça s'est répété et en fait il y a une forme de normalité inconsciente évidemment parce que bon personne n'a spécialement envie d'être avec quelqu'un d'infidèle. Il y en a qui peuvent plus ou moins bien le supporter, mais bon voilà on n'y va pas forcément en conscience, on y va parce que voilà il y a c'est quelque chose qu'on a perçu, même pas forcément entendu, parce que parfois, bon, il y a eu des histoires de famille qui ont été répétées, mais parfois, c'est même plus subtil que ça. On n'a peut-être pas besoin forcément de l'entendre. Donc, c'est important de bien fouiller, de bien comprendre de quelle famille on vient. Et puis, bon, voilà, de faire des choix en conscience, encore une fois, parce que c'est dommage de se rendre compte de ça des années plus tard, quand il y a eu beaucoup de souffrance. Donc, oui, voilà. et c'est vrai qu'on a souvent coutume de dire que l'autre finalement est le miroir Oui. de nous-mêmes. Donc c'est vrai que c'est un axe qui, à mon sens, est important et le fait d'arriver à changer cette fameuse dépendance affective dont tu parles. Et donc c'est le lien que tu fais avec la nécessité d'apprendre à vivre seul, être bien seul pour être bien avec l'autre. C'est un peu ça que j'ai compris Ouais, dans ce que tu disais. Important d'être déjà bien avec soi-même, heureux dans sa vie, avoir vraiment trouvé son équilibre et après on peut se mettre en couple et le couple intervient dans ce cas-là comme du plus en fait, comme une plus-value. Voilà, ça vient pas combler. C'est pas le couple qui vient, c'est pas le 1 plus 1 égale 1, c'est le 1 plus 1 égale 3. Voilà, là on est dans une relation qui va être porteuse, qui va nous apporter, enfin en fait on va créer quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand à deux. Et ça je pense que c'est important. C'est déjà un signe d'une maturité de couple, là, Alors, dans cette idée-là. c'est sûr que, bon, après, c'est toujours pareil, plus on commence un travail sur soi tard, plus ça arrive tard. Évidemment, si on attend 40 ans pour faire une psychothérapie, bon, oui, ça arrive, on commence à comprendre ces choses-là un peu plus tard. Mais je pense que certains jeunes peuvent, même si l'expérience, bon, ça ne remplace rien, il faut avoir aussi l'expérience, mais quand on sait certaines choses dès le départ, qu'on comprend certaines choses. Moi, je préparais une conférence il y a quelques mois là, et puis j'avais répété la conférence à ma fille qui a 16 ans. 17 maintenant, et en fait elle me disait mais maman c'est génial parce qu'en fait j'ai appris plein de trucs
Et c'est super de savoir ça avant, en fait, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et que ça soit au niveau biologique, ce dont on parlait tout à l'heure, par rapport à voilà à ce système de dopamine, sérotonine, ocytocine. Bon, voilà, c'est important de le connaître, on l'apprend pas à l'école. Au niveau psychologique, bah oui, voilà, apprendre aux enfants d'être bien seuls, d'être bien avec eux-mêmes. Même si bon, bah les enfants, c'est vrai qu'ils sont extrêmement toujours entourés, ils sont parfois voilà dans des familles nombreuses et ils savent pas toujours s'occuper. Et puis bon, mais bon, enfin voilà, je pense que c'est important. C'est important de communiquer ça aussi à nos enfants, nos jeunes ados. Alors, dans le couple, un autre axe qui est aussi important, c'est la communication. Ouais, et donc, visiblement, ben ça, on le retrouve dans Mars et Vénus. Enfin, on n'a pas la même façon de communiquer en tant qu'homme et en tant que femme. Et des Non, fois, c'est vraiment deux mondes qui se superposent. c'est Est-ce que donc tu peux nous donner quelques clés de compréhension aussi bien pour les messieurs que pour les dames, pour comprendre ce qui se passe finalement en termes de communication dans le côté masculin et le côté féminin? Alors, c'est vrai qu'on est extrêmement différents dans la façon d'être, hein, de communiquer. Déjà, il y a des différences physiques, biologiques importantes, ne serait-ce que par le fait que voilà, les femmes ont leurs règles, un cycle menstruel qui va créer des différences hormonales chaque mois. Voilà, donc il faut en tenir compte. On peut pas mettre tout ça, faire comme si tout le monde était pareil. On est un peu quand même dans cette vague de voilà, bon, après le féminisme, donc de revenir, on essaie que de lisser tout. Moi, je pense qu'il faut pas tout lisser. On a des différences importantes et il faut en tenir compte pour justement bien s'entendre et s'apporter l'un l'autre. Au niveau de la communication, donc par exemple, c'est vrai qu'une femme, quand il y a un souci, elle a besoin d'en parler. Elle a besoin de trouver, pas forcément de trouver une solution, mais de parler en fait pour essayer de décortiquer ce qui se passe. Alors que l'homme, lui, il n'a pas spécialement besoin de parler, beaucoup moins en tout cas, et il va tout de suite chercher une solution. Et c'est comme ça qu'il va sortir, on va dire, du conflit. Alors que la femme, voilà, c'est vrai qu'elle ne cherche pas forcément une solution, elle a besoin vraiment de défricher en fait toute la problématique en long, en large. Et ça, bon voilà, c'est des petites choses qui sont vraiment importantes. Et c'est vrai que oui, dans le livre de John Gray, c'était extrêmement intéressant, même si bon, ça a été aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, entre-temps, ont dit mais non, c'est exagéré, c'est pas comme ça. Enfin bon, il a beaucoup de détracteurs aussi, mais il y a quelques grandes idées. Voilà, il faut pas s'énerver bêtement sur des choses. Voilà, un homme, oui, non, il ne trouve jamais rien. C'est comme ça. La plupart des hommes, ils sont comme ça. Ils voient pas, ils trouvent pas. Voilà, ils ont des spécificités biologiques qui font que donc bon, autant les aider plutôt que de s'énerver. T'as pas trouvé le beurre dans le frigo ou ce genre de choses, parce que c'est souvent autour de petites choses finalement du quotidien que les couples finissent par se mettre en opposition. Et je pense que le but, voilà, c'est pas de se mettre en opposition, c'est pas de faire la guerre. Et c'est malheureusement, alors bon, je dis pas le féminisme a été nécessaire, hein, il y a eu quand même toute une période où c'était extrêmement important, hein, que ce soit par rapport à l'IVG, que ce soit par rapport au droit de vote, que ce soit par rapport, plein de choses ont été très importantes pour la femme, mais bon, maintenant voilà, faut retrouver une forme d'équilibre et essayer de cohabiter, de collaborer plutôt que de s'opposer. Je pense que ça réglerait aussi pas mal de problèmes de couple. Et puis prendre en compte aussi voilà, les spécificités de chacun. C'est vrai que maintenant toutes les femmes veulent travailler, mais il y a des femmes qui ne sont pas faites pour ça non plus. Et ça, c'est aussi un élément important. Moi, je pense à quelqu'un que je connais qui s'est séparé parce que voilà, il y a un moment, tout le monde se sépare. On arrive vers 40 ans, voilà, tout le monde se sépare. On suit un peu le chemin des copines, allez, on se sépare. Sauf que certaines ont construit une vraie carrière, d'autres pas du tout.
Elles n'ont jamais travaillé ou elles ont voilà, sont occupées des enfants. Enfin voilà, elles se sont consacrées à autre chose et elles se séparent. Et puis alors après, elles partent dans un truc. Enfin, ça peut être quand même très 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 compliqué. Donc, faut pas être victime non plus, voilà, de ce que nous impose la société, parce que voilà, faut aussi tenir compte des choix qu'on a fait par le passé, de ce qu'on a envie de ce qu'on a besoin vraiment intérieurement pour être bien. Il y a des gens qui ont besoin, voilà, d'être constamment en couple. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus indépendantes et voilà, chacun doit faire un peu aussi le tri. Mais encore une fois, ça passe par une connaissance de soi et une conscience sur les choses. Mhm. Alors, tu abordes aussi, c'est ça que je trouvais très intéressant, puisque je suis énergéticienne, donc forcément, ça m'a intéressé, la partie sur le couple, du couple sur le plan énergétique et spirituel. La question, c'est justement, comme tu as étudié ça, forcément, si on est hypersensible, ce qui peut ne pas enfin, être en relation avec forcément tout le monde, hein, le niveau de sensibilité énergétique est bien différent, mais quand on est sensible sur ce plan-là, quels sont les indicateurs qui pourraient faire dire que le couple commence à aller un peu moins bien, tu vois, sur ce plan-là? Ou quelles sont les précautions qui pourraient être prises pour que ça s'ajuste, ça s'harmonise bien sur ce plan-là aussi? Alors ça, bon, c'est difficile de répondre d'une manière globale, parce que bon, chaque cas est un peu particulier, mais au niveau énergétique comme au niveau psychologique d'ailleurs, eh ben, on parlait tout à l'heure, voilà, du fait de parfois se recentrer. On parlait de l'importance d'être bien avec soi-même. Donc les moments de solitude, je pense, sont importants aussi dans un couple. On peut pas être tout le temps avec l'autre, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus qui on est. On se fond, puis alors surtout bon, les personnes qui ont 2, 3, 4 enfants, il y a un moment, enfin la famille prend le dessus, enfin, et en fait il n'y a plus de place pour soi. Donc je pense que c'est important quand, enfin, tant qu'on puisse le faire, hein, parce que je sais bien que quand on a 4 enfants qui sont petits, bon, bah, c'est pas évident. Mais essayez toujours de s'aménager des moments l'un avec l'autre, que le couple puisse se retrouver un petit peu, et parfois aussi des moments seuls. Parce que être seul parfois, dormir seul une fois de temps en temps, se retrouver dans son énergie, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Certains le prennent mal, ils trouvent, enfin voilà, ils considèrent ça comme une distance, enfin, qu'on met une distance avec l'autre. Mais bon, c'est comme tout, il faut en parler. Il faut bien, poser les choses, parler de nos besoins et en fonction des besoins, prendre ces moments-là pour soi. Ça, je pense qu'au niveau énergétique, c'est extrêmement important. C'est la fameuse diffusion, fusion-diffusion qui est nécessaire pour pas être amalgamé finalement et ne faire que ce un qui, ben, parfois justement, fait qu'on a l'impression de se perdre. On est un, mais qui Oui. est-on en réalité? C'est un petit peu ça que tu amènes comme idée dans le livre. Oui, tout à fait, oui. Le le, le 1 plus 1 n'est pas il faut pas que ça fasse 1, voilà. Il faut que ça fasse au moins 2, voire 3. Il y a un moment, il faut réussir à se développer aussi soi-même. Il y a soi-même et le couple. Après, ça veut pas dire que, enfin, il faut pas, je prône pas une valeur comment, égoïste ou individualiste. Hein. Donc je précise bien, bon, c'est vraiment pour mieux se retrouver aussi. Ça n'empêche pas l'engagement, ça n'empêche pas de s'investir dans un projet familial. Enfin voilà, il y a, mais je pense que pour le faire bien, pour être bien, là-dedans, eh ben, il faut déjà être bien avec soi-même et donc avoir son propre espace aussi. Et d'ailleurs, là, tu as parlé de l'engagement et tu traites de ce sujet-là, de l'engagement, à quel point on s'engage, à quel point on a envie de s'engager. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce que tu as découvert là-dessus? L'engagement, c'est vrai que c'est un gros sujet dans nos couples modernes, en fait. Avant l'engagement, c'était, on va dire, bon, au 19e siècle à peu près, l'engagement, même encore au 20e, hein, était quelque chose qui était extrêmement valorisé. Quelqu'un qui savait s'engager, c'était quelqu'un de bien.
C'était quelqu'un qui savait assumer son foyer, sa vie de couple, enfin voilà. Et puis aujourd'hui, bah, avec les valeurs individualistes de notre société ultra capitaliste et consommatrice, donc, on en arrive à finalement dénigrer l'engagement. L'engagement, bah, c'est le contraire de la liberté, alors que c'est pas forcément vrai. Hein, ça dépend. Enfin, on peut tout à fait être libre et s'engager. C'est pas antinomique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les gens peinent à s'engager vraiment. Ou alors ils s'engagent de multiples manières, enfin, c'est-à-dire à tous azimuts. Donc, bon, enfin, ils partent un peu dans tous les sens. Je pense notamment aux sites de rencontres ou ce genre de pratiques qui se sont généralisées. Hein. Maintenant, enfin, la plupart des gens rencontrent leur compagne ou leur compagnon sur des sites et on en rencontre beaucoup. Et donc, et on s'engage très peu. Et c'est vrai que bon, l'engagement, c'est quelque chose, moi, je pense qu'il faut pas oublier parce que c'est important. Enfin, la vie n'est faite que d'engagement, la vie n'est faite que de choix. On renonce toujours à quelque chose à partir du moment où on fait un choix. Alors, je sais qu'on a beaucoup de mal de renoncer hein, dans cette grande société de consommation. On veut tout avoir, tout posséder, mais on ne peut pas tout posséder parce que de toute façon, l'être humain deviendrait fou. Et donc, il y a un moment, bah, il faut faire des choix sur ce qui nous convient le mieux, ce qui nous fait le plus de bien, ce qui nous rend le plus heureux. Et donc, il faut savoir s'engager. Je pense que c'est quand même une notion extrêmement importante, mais très, très, très compliquée à notre époque, malheureusement. Oui. Ce serait à remettre en avant sans avoir les peurs et les craintes d'être emprisonné finalement. C'est ça que tu dis quelque part. Oui, 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 bien sûr. Oui, parce que de toute façon, un engagement, enfin, il est évolutif. Hein. Il faut pas. Enfin, certaines personnes sont devenues phobiques de l'engagement, surtout les hommes. Ben, bon, après, c'est lié aussi à des questions de démographie. Bon, voilà, donc ils ont plus de choix encore les hommes que les femmes. Donc bon, et du coup, ils peinent encore plus à s'engager parce que bon ben voilà, elle va apporter ça, l'autre elle va apporter ça, l'autre. Enfin bon, ok, on peut passer toute sa vie comme ça, de passer l'une à l'autre, mais bon, c'est important quand même de se recentrer sur bah, ce qui nous fait vraiment grandir, parce qu'en fait, enfin, consommer, est-ce que ça nous fait vraiment grandir? Passer de l'un à l'autre, est-ce que ça nous fait vraiment grandir? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que le sens de la vie, enfin, trouve vraiment, enfin, que la vie trouve vraiment son sens là-dedans, en fait. Oui, on revient à ce que tu disais au départ, c'est-à-dire que tu commençais comme ça en disant on a besoin de remettre du sens dans le Mmh. couple, on veut y trouver, qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Hein. C'est vraiment ça que je comprends. Oui, 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 moi je pense que c'est ça, remettre du sens, enfin mettre de la conscience déjà, première chose, première étape. Deuxième étape, mettre du sens. Et là, on peut construire un couple équilibré. Bon, c'est vrai que depuis quelques années, on parle beaucoup du couple sacré, avec la sexualité sacrée. Enfin, voilà, on est beaucoup là-dedans. Bah, bon, voilà, on remet de la spiritualité aussi derrière le couple. Un couple, c'est aussi une aventure spirituelle. Pourquoi on se rencontre? Pourquoi dans mon livre, je cite le mythe d'Aristophane, qui est quand même extrêmement important, parce qu'il est quand même à la base de notre vision du couple occidental. Bon, le mythe d'Aristophane, c'est donc au départ, on aurait été un individu avec 4 jambes, 4 bras, 2 têtes. Voilà, on était réunis, et puis les dieux se sont fâchés, et bon, on a été coupés en deux, et on passe notre vie à essayer de rechercher notre moitié. Donc ça, c'est le mythe d'Aristophane qui a fondé vraiment toute l'histoire du couple et qui a été repris par les flammes jumelles ces dernières années. Et bon, moi, je suis pas tout à fait en accord avec cette vision parce que je pense que
je pense qu'il y a plusieurs personnes déjà, enfin qu'il n'y a pas une seule personne voilà, qui peut nous convenir hein, sur Terre. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont susceptibles d'être en accord avec nous-mêmes. Et puis, je pense qu'il ne faut pas être trop victime non plus voilà, de mythes. Les mythes, bon, voilà, ça donne des valeurs communes aux individus, c'est important, mais voilà, faut aussi savoir prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et donc, bon, le mythe d'Aristophane, je pense que bon, on en est un petit peu sorti quand même aujourd'hui. Donc, et pour en revenir au couple sacré, bon, bah, oui, se rencontrer dans une forme d'union qui va pouvoir en fait comment dire, en fait, on se retrouve, on communie pour pouvoir, voilà, développer quelque chose qui va être plus grand. Et c'est vrai que la dimension spirituelle, mystique du couple, elle est très importante. D'ailleurs, on se rend compte que les couples qui ont une spiritualité, ça, il y a des études qui ont été faites sur le sujet, qui pratiquent ensemble une spiritualité. Alors certains, ça va être aller à la messe, d'autres, ça va être faire du yoga, enfin peu importe. Mais en fait, ils sont beaucoup plus soudés. Parce qu'en fait, le fait d'intégrer aussi ensemble une pratique avec les mêmes mouvements, enfin là, on est dans la forme rituelle, hein, le rituel est très important pour l'être humain. Ça va lui permettre en fait d'être mieux connecté. À partir du moment où on fait un rituel ensemble, on se reconnecte avec les autres, pas comme couple, hein, puisque bon, c'est un peu le principe de Grégor aussi dans une église. Je vais allumer parce que là, ce sont les aléas du direct. Il commence à faire un petit peu nuit. Ok, vas-y Julie. On arrive de toute façon à la fin de notre émission. Julie, si tu avais un message comme ça pour conclure, quelque chose qui vraiment tient à cœur, qui serait à mettre en avant pour tous les couples qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Alors, ce qui me vient, en fait, je vais utiliser une parabole parce que bon, c'est une parabole que j'aime beaucoup. C'est la parabole de la Samaritaine. Donc c'est la Samaritaine donc qui s'assoit auprès d'un puits. Jésus passe par là. Et donc, ils discutent, ils ont une conversation. Et donc, cette femme qui a eu, alors je ne sais plus si c'est 5 ou 7 maris, enfin, qui a eu plusieurs maris dans sa vie, lui demande, mais enfin, comment être heureuse, quoi, comment. Et en fait, Jésus lui dit, mais arrête de chercher à l'extérieur ce que tu as au fond de toi. Puise dans ce puits, donc avec cette métaphore du puits, mais c'est à l'intérieur de toi que tu vas pouvoir trouver, enfin, ce que tu recherches en fait finalement parmi toutes ces relations, c'est quelque chose que tu as déjà au fond de toi, et sois ton propre puits. Fais jaillir de toi-même en fait, voilà, déjà ça. Et ça, je pense que c'est un message extrêmement important qui, voilà, va permettre derrière de rencontrer quelqu'un. Et quand on le rencontre, et là, on va être dans quelque chose, on va être dans une plus-value d'être, une plus-value. Les deux individus vont faire plus que les individus. Et c'est vrai, on n'a pas eu le temps de parler de la thérapie systémique, parce que c'est vrai que le système du couple, il est extrêmement important, parce que finalement, un couple, il forme une entité qui est unique. Le couple, voilà, que je vais former avec cet individu ne sera jamais le même que je formerai avec l'autre individu. Et en fait, ce couple, cette entité, cette relation, c'est aussi ça que j'aime dans mon couple. Et il faut en prendre soin. Voilà, une relation, on en prend soin. On doit être attentif à cette relation, à cette entité. Et surtout, voilà, toujours se dire que 1 + 1 = 3. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important pour déjà mettre un peu de conscience et être heureux en couple. Voilà. Alors, en tout cas, c'est un beau message, Julie.
Et c'est un cheminement, hein, on comprend bien voilà, dans cet échange qu'on a eu que c'est un cheminement, mais c'est vrai qu'on le sait, mais des fois on l'oublie parce qu'on est pris par le quotidien. En tout cas, j'espère que voilà, ces échanges vous donneront envie d'acheter le livre qui s'appelle Les quatre accords du couple aux éditions Fayard de Julie Clos. Et donc, de pouvoir ben, découvrir, explorer encore un peu plus les quelques sujets que nous avons abordés. Julie, je te remercie beaucoup ben, pour avoir participé à notre entretien. Et puis, ben, je te souhaite une belle réussite dans ton couple et un bon cheminement à toutes les personnes qui ont envie que leur couple fonctionne et qui ont envie de créer encore davantage que ce qu'ils ont aujourd'hui. Merci et Merci. joyeuse Saint-Valentin Oui. à tous. Ah ben oui, effectivement. Profitez-en bien. Voilà. Au revoir et à bientôt. Merci, à bientôt.